Blanche. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors on s'était parlé il y a quelques mois. Oui, voilà, oui. Et en fait, c'était à propos de mon père qui, on va dire, pour venir voir sa maîtresse, me forçait un peu à mentir à ma mère. Donc, c'était des appareils électroménagers en panne ou des choses comme ça. Oui, parce que sa maîtresse vit dans le même département que vous. Voilà, dont mes parents sont originaires et ils sont partis s'installer dans un autre département à 500 km. Mm-hmm. Donc Et, il prétextait voilà. qu'il venait vous installer. Oui, ou réparer le four, enfin... Oui, diverses... ça tombait souvent en panne chez vous. Oui, mais... toujours. Ouais. Oui, j'avais jamais de change. Et je me souviens bien de vous. Votre mère vous appelait, Voilà, demandait à parler à votre père, et évidemment, votre père n'était pas là. Voilà, et puis moi je savais jamais lui donner de réponse, lui dire écoute, il est à tel endroit, parce que même sur son portable il répondait pas, donc et puis moi-même je savais pas où il était, quoi. Et là en fait avant de partir en vacances, j'ai reçu un appel d'une de mes tantes, donc une sœur à ma mère, me disant oui, il faut prendre soin de ton père. Et il faut prendre soin de ton père, il est malade et tout. Je lui dis, il est malade, ah bon, je suis pas au courant. Elle me dit, oui, c'est un cancer, je devrais pas te le dire, mais bon, quand même. Alors, je suis un peu tombée de ma branche et donc j'ai essayé d'appeler mon père parce que, suivant vos conseils, je lui avais dit, écoute papa, la première fois, écoute papa, il faut que tu mettes la situation au clair, mais il faut que tu arrêtes de mentir comme ça. Et en fait, il s'était complètement braqué. Et il m'appelait plus, rien du tout, il m'envoyait plus de textos. Donc il ne venait plus chez vous. Voilà. En tout cas, ce que je vous avais dit, c'est que il vous mettait dans une situation impossible. Voilà, où j'avais pas. Où vous ne pouviez pas lui servir d'alibi. C'était insupportable parce que votre mère, au fond, n'était pas dupe. Elle savait très bien, puisque après c'était vous qui aviez les reproches de votre mère. C'était après vous qu'elle criait. Elle s'en prenait à vous. Donc après c'était insupportable. Vous étiez prise en otage entre les deux. Oui, voilà. Donc c'est difficile. Vous n'aviez pas à vous mêler de la vie privée de vos parents, mais de fait votre père vous obligeait à vous mêler de leur vie privée, puisque en disant vous saviez vous étiez dans la confidence, donc vous trahissiez votre mère. Vous étiez, vous ne pouviez pas aller dire à votre mère, eh bien, papa a une maîtresse. Donc c'était une situation impossible. Donc ce que je vous avais dit de dire, c'est, il s'arrange comme il veut de cette situation-là, mais vous n'aviez pas à lui servir d'alibi. C'est-à-dire qu'il continue à voir cette femme, ça le regarde, il s'en arrange avec votre mère, c'est leur histoire de couple, mais vous, il ne se sert pas de vous. Voilà. Et donc, après que je lui en ai parlé, il s'est complètement braqué et il me parlait plus. Tant pis. Donc, voilà, c'est ce que je me suis dit. S'il boude, c'est bon. Il a un comportement, là, pour le coup, assez puéril, oui. Et donc, en fait, cet été, j'étais un mois en vacances et je suis allée passer le mois de vacances, 3 semaines de vacances là-bas. Et donc, comme je m'y attendais, mon père ne m'a pas adressé la parole une seule fois. À ce point-là? Ouais. Il parlait qu'à mon compagnon. S'il avait quelque chose à me dire, il disait à mon compagnon, tiens, tu diras qu'il faut ça, et puis voilà, quoi, c'est tout. Et pendant ces 3 semaines, justement, parce que c'est long, quand même, 3 semaines, même déjà quelques jours sur ce mode-là, vous n'avez pas relevé en disant, bon, maintenant ça suffit, si tu as quelque chose à me dire, tu t'adresses à moi? Si, parce que il y avait déjà le fait qu'il s'adressait à mon compagnon au lieu de s'adresser à moi, et aussi le fait que ma tante m'avait appelé pour me dire qu'il était malade, qu'il avait un cancer et tout. Donc je lui dis, écoute, papa, tu t'as dit à ma tante que tu voulais rien dire à ma mère, mais il faudrait quand même, quoi, parce que c'est grave, voilà, quoi. Et il me dit, mais non, c'est n'importe quoi, elle a inventé tout ça. Alors, tout de suite, il m'a sauté à la gorge, il m'a juste dit ça et il est parti. Mais
Alors j'ai essayé de... Il me dit non, mais de toute façon, c'est rien que des mensonges. Elle a tout inventé, mais j'ai dit, mais ça peut pas tomber du ciel. Forcément, il y a quelqu'un qui lui a dit, quoi, parce que bon, c'était vraiment précis, quoi. Il lui avait expliqué des tas de choses, machin, enfin, bref. Et donc c'est tout. Moi, je n'osais pas en parler à ma mère, quoi. Et donc, en fait, là, récemment, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, bon, je l'ai annoncé à ma mère, à ma sœur. Tout le monde était content, sauf mon père. Sa réaction, ça a été « Ah, bah, tu vas être content, tu vas pouvoir arrêter de travailler. » Alors, déjà, la réaction très, très froide. C'est agressif. Oui. Ouais. Oui. Et puis, en fait, pour cet après-midi, donc, je suis allée chercher des meubles, enfin, pour aménager une chambre de bébé, donc, qui était chez une de mes tantes, une autre tante. Et donc, en fait, on a un peu discuté. Et elle me dit, alors, ton père, comment ça va et tout. Je sais que tu es au courant, alors c'est pour ça que je te demande à toi. Mais je lui dis, mais au courant de quoi? Elle me dit, son cancer, ça se passe comment, le traitement et tout. Mais je lui dis, mais... Quel cancer, Oui, voilà, il m'a dit que c'était qu'un mensonge, que c'était quelque chose inventé, donc voilà, quoi. Et en fait, en discutant avec elle, après, il y a mon oncle qui est arrivé, et puis je me suis aperçue que il racontait des tas de mensonges, en fait, pour discréditer ma mère, la faire passer pour le grand méchant loup, à dire, bon, bah, voyez, regardez, je suis malade, j'ai un cancer, et puis je travaille quand même... Enfin, voilà, quoi. Et donc, vous voulez dire qu'il s'inventerait ce cancer? Ah oui, il est complètement inventé, ce cancer. Oui, mais là, ça va très loin. Ça va très loin, ouais. Voilà, c'est pour ça. Et en fait... Oui, parce que j'allais demander, est-ce que vous en avez parlé avec votre mère? Parce que là, c'est quand même fou, la situation. Parce qu'après tout, votre tante qui vous appelle en disant qu'il faut être indulgente, gentille, il faut s'occuper de votre père parce qu'il est malade. Et puis, bon, réaction légitime de votre part, hein, vous en parlez avec votre père, et là, il devient très agressif, et on comprend mieux pourquoi s'il a complètement inventé cette histoire. Voilà. Donc, et on voit bien que vous-même, vous hésitiez, enfin, vous sentiez bien qu'il y avait un malaise, parce que sinon, vous en parleriez avec votre mère. Enfin, normalement, voilà, quand votre mère devrait être au courant. Ben oui, et puis surtout que c'est un cancer qui, enfin, selon lui, il le traite par une chimio médicamenteuse. Oui. Mais en fait, le cancer dont il parle, il faut faire une ablation de l'organe. Enfin, il n'y a pas de mystère. Il faut faire une chimio, je sais pas comment, enfin, une chimio par rayon. Oui, enfin, on peut rarement dissimuler ce genre de choses. Voilà, il y a quand même de la fatigue. Après, il y a quand même, oui. Et puis bon, on est marqué quand même physiquement. Bon, il y a des effets secondaires, oui, après une chimiothérapie. Oui, voilà. Et donc en fait, c'est totalement faux. Et moi, j'ose pas en parler à ma mère parce que de toute façon, c'est pas la peine. Ça va envenimer les choses. Et voilà, je sais plus quoi faire, parce que l'ambiance ça va très très mal, oui, leur couple, c'est... Et puis l'ambiance est vraiment exécrable. On sent, même s'il n'y a pas un bruit, on sent une tension, une lourdeur dans l'ambiance. C'est vraiment... Puis bon, mes deux parents se parlent quasiment plus. Juste oui, j'allais vous demander, oui, c'est ça. C'est pendant ces 3 semaines que vous avez passées, c'est comment, vous dites, il s'adresse à peine la parole, ou est-ce que... Oui, voilà. Il s'adresse à peine la parole, et puis... mon père aussi, il disparaît. C'est simple, parce qu'en fait, ils ont un commerce. Et en fait, à l'ouverture, donc ma mère et ma sœur s'attellent aux différentes tâches à faire. Et mon père, d'un coup, on se retourne, et comme par magie, il a disparu. Et il revient à l'heure de la fermeture. Et c'est tout. Voilà. Et on ne sait pas où il va. Il ne veut pas le dire. Et voilà, quoi. Donc, oui. Moi, je me demande déjà un peu ce qui lui passe par la tête. Bon, après, il n'y a que lui qui pourrait me répondre, mais étant donné que... Il est dans l'évitement. Il est dans l'évitement. Ouais. Hein, de toute façon, on voit bien de tout. Disparaître, c'est aussi, fuir, éviter.
Bon, votre mère, même si aussi évite d'aborder les choses, hein, au fond. Enfin, c'est leur mode de fonctionnement très très problématique, Oui, voilà, conflictuel, mais en même temps ils restent ensemble. Donc c'est leur mode relationnel, hein, Cécile. Hein, alors peut-être ils ont quel âge vos parents? Ma mère a 53 ans, mon père 63. 60. Oui, ils sont jeunes hein, encore, hein, pour s'ils restent, ils peuvent rester ensemble encore comme ça des années, ou peut-être qu'à un moment décider de se séparer parce que ça devient infernal. Votre mère elle ne vous fait, bon, on a bien compris que votre père vous avait fait des confidences qui étaient totalement déplacées parce que là il vous avait mis au sein de son intimité. Votre mère, elle ne se confie pas du tout, ne vous dit pas qu'elle est malheureuse, elle ne se plaint pas. Non, elle se plaint pas, mais je l'entends bien à sa voix, quoi. Il y a des jours où vraiment c'est... Oui, vous sentez qu'elle n'est pas bien. Ouais, voilà, elle est toute triste. Bon, elle prend des nouvelles, on discute bien, mais c'est pas comme d'habitude. Même ma sœur, je l'entends quand. Mais elle vous protège. Elle est à ce niveau-là. Elle ne vous fait pas part de ce qu'elle vit dans son couple. Non. Oui. Non. Donc en ce sens-là, elle est davantage protectrice, c'est-à-dire qu'elle ne s'épanche pas auprès de vous, ses enfants. Oui, voilà. Hein, même auprès de ma sœur. Ma sœur, elle a préféré déménager parce que c'était vraiment devenu une ambiance trop pesante. Oui. Et même auprès de ma sœur, elle se plaint pas, quoi. Elle dit tu sais, c'est comme d'habitude. Et puis après, elle change de sujet. Ouais. Donc moi, j'aimerais faire quelque chose pour arranger la situation, mais le problème c'est que... Mais vous m'aviez déjà dit ça, Cécile. Oui, je quand sais. Vous m'aviez appelé. Mais le problème c'est que vous ne pouvez pas vous arranger. Vous voyez bien que ça se retourne contre vous. Ben voilà, oui. Hein, ce sont vos parents. Les enjeux sont complexes. Pourquoi ils restent ensemble dans cette relation qui est douloureuse, qui est problématique, qui est faite de tensions? C'est que d'une certaine façon, même s'ils sont mal, ils trouvent leur compte. Il y a quelque chose qui fonctionne sur ce mode-là. Je ne dis pas que ça sera toujours le cas, je l'espère pour eux. Oui. Mais vous ne pouvez pas, vous êtes l'enfant de ce couple. Vous ne pouvez pas... Alors, vous êtes l'enfant de ce couple et en même temps, Cécile, aujourd'hui, vous êtes une jeune femme qui est en couple et qui allait avoir un enfant. Oui. Donc, il faut penser à cela et vous dire que toute l'énergie que vous déployez pour essayer de sauver le couple de vos parents, c'est autant d'énergie perdue pour votre couple et pour la famille que vous vous apprêtez à construire. Je pense d'ailleurs que quand vous allez être mère à votre tour, cette énergie-là, elle va se reporter, c'est cet amour que vous allez le donner à cet enfant. Vous serez, c'est-à-dire que toute la bienveillance, la protection, la tendresse que vous avez envie de donner, hein, comme ça à vos parents, faire en sorte qu'ils aillent bien, parce que ça vous permettrait vous aussi d'aller mieux. C'est difficile quand on voit ses parents aller mal, d'aller tout à fait bien. Eh bien, vous allez vous occuper de ce petit être là que vous allez mettre au monde. Ça va aussi vous aider à vous détacher un peu de vos parents. Oui, je pense, parce que mon compagnon me le dit souvent, mais laisse tomber, quoi. Pour le moment, tu as autre chose à penser. Il a tout à fait raison. C'est quand même assez difficile parce que, quand j'ai ma mère au téléphone et que j'entends qu'elle est toute triste, alors que c'est quelqu'un d'habitude qui est très énergique, voilà, quoi. Quand je l'entends qu'elle est toute triste, j'ai envie de lui dire, écoute maman, allez, ça va aller, je peux faire ça ou ça pour t'aider, mais le problème c'est que je peux rien faire, quoi. C'est ça le problème. Non, mais vous pouvez lui dire peut-être, si vous voulez faire quelque chose, dire ça m'ennuie de te savoir triste.
Alors, effectivement, elle peut réagir en tant que mère, parce qu'elle reste votre mère. Voilà. Et ce qu'on peut penser, c'est qu'elle va vous dire, surtout là, elle sait que vous attendez un bébé, que l'important, c'est que vous pensiez à vous. Et c'est la réalité, Cécile. Oui. Oui. Parce que là, vous n'avez pas à vous charger des problèmes de couple de vos parents. Oui. L'important, c'est que... Or, vous vous en chargez trop. Et là, j'ai un message qui dit, il faudrait peut-être en parler à votre mère, parce que votre père se fait passer pour le malheureux aux yeux de toute la famille, là. Bon, alors en même temps, c'est aussi rentrer, ça voudrait dire que cette histoire de cancer et tout, ça fait un peu loin. Vous n'allez pas parler de la maîtresse et du cancer et tout balancer sur la table. C'est peut-être pas le moment. Vous n'avez pas, vous n'allez pas lancer toutes ces bombes à retardement. Mais en revanche, il y a alerté aussi vos tantes. Si vos tantes se rappellent à vous là en disant oui, ton père, il faut prendre soin de lui, leur dire gentiment mais fermement, ça suffit. Oui. Ce cancer, c'est de la pure invention. Je connais bien d'autres choses comme ça. Donc maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on prenne soin de moi avant tout. C'est moi qui attends un bébé en ce moment. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de protection et de douceur et d'attention, c'est moi. Vous voyez, vous recentrez un peu sur vous. Ouais. Okay. Parce qu'il faut quand même pas qu'il occupe là le centre de l'attention de tout. Oui, parce que c'est quand même énorme, cette histoire de s'inventer une maladie là. Voilà, puis c'est quand même, c'est pas rien quoi. Dire qu'on a un cancer, c'est quand même une maladie. Pour moi, je trouve que c'est une maladie extrêmement grave quoi. Donc on peut pas dire oui je suis malade alors qu'on n'a rien quoi. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Tout à fait. Oui. Parce que ça fait de l'inquiétude pour les gens alors qu'en fait ils s'inquiètent pour rien puisqu'il n'y a rien. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que vous, il est important et votre compagnon a raison. C'est là vous qui comptez votre relation de couple. Il faut vous tenir un peu à distance parce que si c'est pour aller dans une ambiance aussi lourde, aussi pesante, c'est pas bon pour vous. Peut-être dans un climat aussi délétère. Vous avez besoin d'un climat zen là, détendu. Ah bah oui, quand on est rentré chez nous avec mon compagnon, le calme. C'est pas vraiment un calme, c'est plus de tension. Oui, mais plus de tension. Il y a rien de pire que ces tensions sourdines comme ça. C'est épouvantable que ces non-dits où on sent que ça peut exploser quoi à tout moment. Voilà. C'est une espèce de violence sourde. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Et puis, le fait de voir ses parents qui juste, tiens, passe-moi la bouteille d'eau. Oui, passe-moi le sel. Oui, voilà, juste ça. Ils se parlent plus, ils discutent plus ensemble, quoi. Donc ça aussi, c'est quand même très pesant. Oui, c'est très déprimant. C'est très, très déprimant. Donc, il faut que vous vous teniez à l'écart, Cécile. Surtout pendant cette période-là de votre vie. D'accord. Vraiment. D'accord. D'accord ? Oui. Voilà, c'est pas vous qui pouvez les aider, de toute façon. D'accord. Ok. Et parce que en fait, moi, je pensais une dernière fois, de toute façon, puisqu'il est déjà un peu fâché contre moi, donc un peu plus, un peu moins, on verra pas la différence. Il semble être fâché contre beaucoup de monde, hein. Ouais. Je pensais lui dire elle va voir quelqu'un, elle va parler, mais bon, est-ce que c'est pareil, est-ce qu'il m'écoutera? Ça, j'en suis beaucoup moins sûre. Je crois pas. Il semble pas être prêt à parler. Non. Eh oui, mais vous dépensez trop d'énergie, Cécile. D'accord. Pour peut-être que votre mère pourrait davantage, quand vous la sentez triste, dire ça m'ennuie de te savoir triste. Peut-être que tu pourrais aller parler un peu à quelqu'un. Et puis après, vous vous occupez de votre vie, d'accord ? D'accord, et un peu moins de celle de vos parents. Okay. C'est important. D'accord. Bien. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir, Cécile. Bonne soirée. Merci, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute.
Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Un petit message du subversif à propos de la jalousie extrême et la perversion du jalousie possessif. On peut le mettre au féminin aussi. C'est de nous faire croire qu'on est unique, formidablement indispensable, de nous flatter et insidieusement de nous surresponsabiliser. Et oui, au départ, ça peut sembler tellement bon de croire qu'on est unique et tellement indispensable. Mais l'autre point, c'est cette énorme part de responsabilité. On accueille tout de suite David. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir David. Ça va, vous allez bien? Ça va bien, je vous remercie, pleine forme. Oui. Ouais, écoutez, tant mieux. Alors c'est drôle que je vous appelle ce soir, parce qu'en fait je découvre votre émission depuis cet été. Oui. Et je voulais saluer vos collègues avec vous avez écouté Caroline Veil et Sophie Peters. Absolument, oui. Et je trouve que vous formez un trio excellent. Vous avez chacun vos personnalités. Bref, c'est pas pour ça que je téléphone. Je vous appelle parce que je me pose une petite question en ce moment. Enfin, ça fait quelques temps que je me la pose en tout cas. Je vais essayer d'être clair et de faire ça dans le bon ordre. Parce que je parle de ma vie, donc je la connais et je la ressens. Voilà. J'ai été élevé jusqu'à l'âge de 10 ans par mes grands-parents. Ensuite, mes grands-parents maternels. Ensuite, j'ai vécu avec ma mère jusqu'à l'âge de 22 ans qui était dépressive. Oui. Ensuite, je me suis installé avec une amie avec qui je suis resté une quinzaine d'années. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Et j'ai découvert à l'âge de 24 ans, assez brutalement, que j'avais une demi-sœur qui avait 10 ans, enfin qui a toujours 10 ans de moins que moi, qui elle était au courant de mon existence. Moi j'ai découvert, j'avais 24 ans vraiment par hasard. On m'a tendu une photo d'un bébé en me disant bah voilà, tiens, c'est ta sœur. Ah bon, merci, je suis content de l'apprendre. Et j'ai découvert surtout à 27 ans, parce que ma grand-mère me l'a expliqué, ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, m'a expliqué comment avait eu lieu ma naissance. Et là, j'ai découvert que ma mère avait fait un déni de grossesse conscient. Comment c'est un déni de grossesse conscient? C'est-à-dire qu'il y avait une très très belle émission il y a quelques temps sur France 3 à propos du déni de grossesse. Oui. Et j'ai découvert ce qu'était le déni de grossesse, parce que je savais pas ce que c'était. Oui. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs. Et j'ai découvert qu'il y avait le déni de grossesse inconscient, alors qu'il arrivait à des femmes d'être enceintes et qu'elles ne se rendaient pas compte. Oui. Et il arrivait à une très faible proportion de femmes d'être enceintes, de le savoir et de le cacher. D'accord, oui, c'est dans ce sens-là. Oui, on parle plutôt, quand on dit déni, c'est qu'il y a une réalité psychique qui justement qui empêche. Hein. C'est-à-dire que c'est un processus psychique qui fait qu'on ne peut pas voir une réalité. Donc dans le déni de grossesse, l'enfant n'existe pas, n'est pas mentalisé. Il n'y a pas de représentation de l'enfant. Donc les femmes n'ont absolument pas consciente d'être enceinte. Et d'ailleurs, le corps ne l'exprime pas. Quand on dit les gens qui pensent que qui nient un peu l'existence du psychisme, l'influence du psychisme sur le corps. Pour avoir vu, j'ai travaillé dans des maternités, j'ai vu quelques femmes arriver comme ça au service des urgences pour des situations où on pensait qu'elles arrivaient pour une appendicectomie. Elles avaient le ventre, vraiment, on n'aurait jamais dit une femme sur le point d'accoucher. C'est vrai qu'en général, elles accouchent quand même un petit peu prématurément, mais enfin jamais avec un ventre de femme enceinte de 8 mois. Hein. Alors là, moi, j'ai pas le détail parce que c'est un sujet que ma mère n'aborde jamais avec moi. Enfin, elle parle très peu, de toute façon. J'ai beaucoup d'affection pour elle, il n'y a pas de problème. J'ai pris assez de recul sur la vie de mes parents, chacun sa vie, et je rebondis sur ce que disait Cécile tout à l'heure au début de l'émission. C'est difficile d'imaginer que ses parents puissent nous mentir ou nous manipuler, mais faut savoir que ce sont d'autres personnes et que nous, on est d'autres personnes et que voilà, chacun sa vie finalement. Mais pour en venir à moi, donc j'ai découvert qu'elle avait
cacher sa grossesse à ses parents. Je pense que c'était dans les années 70, elle était jeune et l'homme avec qui elle avait eu cet enfant, des rapports n'étaient pas en France, ils n'étaient pas ensemble, c'était compliqué, etc. Et en fait, elle allait accoucher dans la baignoire de ses parents. Elle était censée être seule ce jour-là dans la maison et sa mère est rentrée par inadvertance et a découvert que sa fille était enceinte et qu'elle allait surtout accoucher 2 heures après, quoi. Donc elle l'a vite emmenée à la clinique et je suis venu au monde et a priori, d'après ce qu'on m'a dit, la sage-femme aurait demandé est-ce que vous souhaitez le garder, parce que je connais des gens qui cherchent à avoir un enfant, et ma mère n'aurait pas répondu. Et c'est ma grand-mère qui a dit bah non, c'est mon petit-fils, je le garde. Et en fait, la question que je me pose ces derniers temps, c'est est-ce que c'est normal que j'ai du mal à trouver ma place dans cette vie que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, c'est pas le problème. Mais... Oui, vous aimez la vie? Oui, je pense, oui. Je trouve que c'est une chance. Et qu'on rencontre des gens formidables et il se passe des choses formidables. Il se passe toujours plein de choses dans la vie, donc c'est bien, il faut en profiter. Et que voulez-vous dire par le fait que vous avez du mal à trouver votre place? Bah, je pense qu'il y a une sorte de... j'ai le sentiment quelque part que... En théorie, j'ai l'impression que je ne devrais pas être là. Donc c'est aussi sûrement pour ça que je considère que d'être là est une chance, donc j'en profite au sens positif du terme. Mais j'ai souvent eu de la chance dans mon parcours de vie, que ce soit dans mes rencontres ou dans mes situations professionnelles. J'ai toujours rebondi et j'ai toujours eu de la chance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à trouver ma place, quoi. J'ai du mal à donner une direction à ce que je vis et il y a une forme, il y a des moments où je me sens usurpateur de certaines positions par rapport aux autres. Oui. Ce qui est complètement con, d'ailleurs. Oui, parce que quand on y réfléchit bien, on est un peu tous le fruit d'un hasard. Hein. Pourquoi, même si, pourquoi cet ovule-là et ce spermatozoïde-là, hein, pourquoi cette rencontre-là qui ont donné ce bébé-là bon. Il faut que je précise que c'était pas désiré, hein. C'était un accident, un bel accident, mais un accident de la vie quand même. Oui, qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Parce que vous savez, au fond, il y a des enfants qui naissent dans des couples légitimes, et là, on ne se pose pas la question. Oui. On dit, oui, enfin moi en tout cas, on me dit, et puis il y a des enfants qui naissent justement un peu hors cadre, surtout dans les années que vous évoquez, ou même avant, parce que déjà les années 70, bon, c'était un peu la libération, mais pas partout, hein, pas partout, non. pas partout. C'était pas que c'était pas... Je veux dire, c'est pas quelque chose que ma mère vivait. Non, c'est pas très simple. J'entends bien la pauvre, vu les conditions dans lesquelles elle a. Elle a vécu sa pour une jeune femme, elle avait, vous me dites, quand elle 24. a accouché. 24. Ouais, 24. Bon, vous voyez, se retrouver dans cette condition de solitude extrême, hein, quand même. Accoucher seule, commencer à accoucher seule dans la baignoire. Certainement la peur, l'angoisse, le regard des autres, la réprobation, y compris de ses parents, qui ont été là, mais bon, mais ce garçon cet homme avec qui elle vous a conçu, lui n'était pas là. Pour quelle raison? Bon, vous dites après une maman que vous avez connue dépressive. Bon, qu'est-ce que ça a laissé comme trace? C'est pas. Il n'était pas là parce qu'il vivait à l'étranger. Il vivait, oui. Il est étranger, il n'est pas français. Il est scandinave. J'espère qu'il y a des gens qui vont me reconnaître dans ce que je dis. Je suis sûr qu'il y a des amis qui écoutent. Je les salue. Et ils se sont rencontrés à l'étranger. Ils se côtoient toujours. Hein. C'est ça qui est très beau d'ailleurs. 40 ans après. Ils se côtoient. Ah oui, toujours. Non, mais c'est une très belle histoire qu'ils vivent tous les deux. Mais ils sont vraiment dans leur bulle, et tant mieux pour eux. Hein. Et vous dites que vous n'étiez pas désiré? Ah non, puis on me l'a dit. Hein. On me l'a dit. Alors, qui vous l'a dit? Ma mère. Mais dans la colère, je pense. Oui, bon. Oui, je pense.
Oui, je devais avoir 17 Mais vous savez, le désir nous échappe toujours. Hein. Ouais. Le désir, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Non, je sais, et je reviens sur votre... Il y avait du désir dans leur rencontre. Ah oui, complètement. Ouais. Alors après qu'il y ait un enfant qui vienne se glisser, vous êtes né de quelque chose de très fort. Là où je disais que parfois dans des couples légitimes où bon, il y a un enfant qui peut naître parce qu'il est dans un cadre bien régi par des codes, par des lois, par un mariage, bien établi, mais où le désir est somme toute assez absent, Oui, à tous les sens du terme. Mais je suis pas très proche. On parle pas beaucoup. Enfin, avec ma mère, surtout mon père. Oui. Mon père a beaucoup plus de problèmes de par sa vie aussi, qui a été compliquée pour lui. Je pense qu'il a beaucoup de problèmes à communiquer avec moi. J'ai une personnalité assez présente, on va dire. Donc, je peux comprendre tout ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ouais. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose, vous le sentez bien, et il y aurait quelque chose à creuser dans cette histoire de place. Absolument. Et le terme même que vous utilisez, qui est quand même très symptomatique, le sentiment d'usurper, votre place, d'être un usurpateur. Ouais, c'est fort, hein, bien sûr. Donc, au fond, comme si vous ne vous autorisiez pas c'est-à-dire à vivre, à vous donner la place qui vous revient. Absolument. C'est-à-dire, comme si, vous aimez la vie, vous la savourez parce que vous vous dites, c'est une chance inouïe, mais il faut que j'en profite parce que je pourrais ne pas être là. Oui, est-ce que c'est pas le cas de nous tous ? Si, bien sûr, non, mais je me sens... Si, bien sûr. Pour autant, c'est comme si, voyez, ça pourrait presque donner une attitude à flamber ou à la brûler par les deux bouts. Non, j'en suis Vous pas n'êtes pas dans encore. ce cas-là. Non. Quand je disais que j'en profitais au sens, je profite des gens que je rencontre et j'essaye de m'ouvrir ou de rester ouvert à ce que je rencontre et à ce que je vis. C'est dans ce sens-là que je dis que je profite. Je brûle pas. Oui, vous n'êtes pas à brûler. D'accord. Non, je l'ai peut-être sans doute été à un moment. Et à un moment, on se prend un mur. De toute façon, on se réveille. Mais non, j'en profite plus au sens humain, on va dire, du terme. Et avec votre mère, vous dites vous n'êtes pas très proche. C'est-à-dire que votre enfance. Verbalement. Bon, déjà, on n'est pas proche physiquement. Elle habite à 600 km d'ici. Mais vous avez enfant été élevé par vos grands-parents. Oui, et oui, par mon grand-père, par mes grands-parents et essentiellement par mon grand-père. Et d'ailleurs, j'ai appris à 27 ans que mon grand-père aurait toujours voulu avoir un fils et qu'il n'avait eu qu'une fille, sa femme n'ayant pas la possibilité d'avoir un deuxième enfant. Ils avaient seulement eu une fille et j'ai appris il y a une dizaine d'années que mon grand-père aurait toujours voulu avoir un garçon. Donc ça a remis en perspective en fait l'éducation qu'il m'a donnée et puis tout ce qu'il a partagé avec moi. Il m'a fait découvrir des choses, il m'a élevé comme un père, quoi. Et il est décédé brutalement sans que je puisse le revoir. Ça a été un autre choc d'ailleurs. Mais ça vous donne un socle. Ah oui, complètement. Oui. Ouais, heureusement. Oui. Bien sûr. Et je me retrouve beaucoup, même dans ma personnalité en tant qu'homme, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il était. Mais je pense pas, voyez, dans votre histoire, vous dites déni de grossesse, moi je dirais, je suis pas tellement... Le déni de grossesse, c'est vraiment le côté où les femmes n'ont absolument pas, cette réalité n'est pas accessible à leur psychisme. Moi je dirais que votre mère était dans quelque chose qu'elle a dissimulé à son entourage parce qu'elle ne savait peut-être pas comment se sortir de cette situation. Ça veut pas dire qu'elle ne vous... elle vous désirait pas. Vous savez, je vais vous dire, David, de tout temps, les femmes qui vraiment ne voulaient pas d'enfants, je sais, elles avaient recours, elles pouvaient avoir recours à l'avortement, même dans des conditions épouvantables, même au prix de leur vie. Je sais, oui, je sais. Bon. J'ai eu une expérience durant la guerre. Donc, vous êtes là, elle a été au bout de sa grossesse. Quand à la maternité, on a dit, elle n'a pas répondu. Déjà, elle était sous le choc de l'accouchement, de la fatigue de l'accouchement. Et puis, il y avait ses parents qui étaient là.
Vous voyez, c'est une jeune femme, sa mère, vous vous rendez compte, sa mère qui était là. Et puis il y avait la fatigue, vous imaginez l'épuisement de l'accouchement. Donc il y a tout ça aussi. Bien sûr. Hein? Donc je crois que vous, il faut vous autoriser ça. Et puis je pense par rapport à cette question de la place dans votre vie, ça serait important de la travailler un peu en analyse. Oui, j'avais commencé, mais oui, vraiment. Je suis pas continuez, ça vaut vraiment la peine. Donnez-vous ce droit-là, justement. Ouais. Donnez-vous cette importance-là. Vraiment. Ouais. Accordez-vous cette place-là. Ouais. Enfin, vraiment. Merci en tout cas de votre appel, Merci David. Au revoir. Bonne nuit, au revoir. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est minuit et le journal est présenté par Jean-Michel Duez. Nadéa Odile. Bonsoir Victoire. Merci d'avoir sélectionné mon appel. Je vous écoute depuis peu. Je viens donc vous faire part de mes difficultés relationnelles avec les hommes. Oui. Quand je suis amoureuse, cela reste d'ordre platonique. J'ai à la fois peur et envie d'une relation, mais j'éprouve des sentiments qui me font peur, quoi. Et quand j'accepte de sortir avec un homme, je sais d'emblée que ça court à l'échec. Pourquoi ? Parce que vous allez rester sur un plan strictement platonique. Tout à fait. Oui. Oui. Oui, ce qui est difficile quand on a dépassé l'âge de 15 ans. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Oui, on peut difficilement faire durer comme ça la phase de séduction pendant des mois et des mois, voire des années. Oui. Je ne vis que comme ça parce que je suis restée 20 ans dans un platonisme jusqu'au jour où il m'a dit, pour une énième fois, je lui criais mon amour. Il m'a dit cesse de papillonner et ça m'a guéri d'un coup. Ah, il vous a prise pour finalement une séductrice. Enfin, une séductrice au sens de quelqu'un qui, comme on disait un petit peu auparavant, quelqu'un qui allumait, mais qui attisait le désir, mais qui après le laissait un petit peu en plan. Peut-être, mais bon, lui, ça lui plaisait quand même aussi. Laisser dans l'antichambre du désir. Oui, ça peut plaire, mais jusqu'à un certain moment quand même. Hein, ça peut être très énervant après pour un monsieur. Mais ça veut dire, Victoire, que vous n'avez jamais eu de relation sexuelle avec un homme ? Si, ça m'est arrivé. Ah, alors, donc ça veut dire que vous, une fois vous avez... Quand j'étais plus jeune. Oui, mais c'est important quand même. Vous aviez quel âge à ce moment-là quand ça vous est arrivé ? 15 ans. Ah ben justement, vous aviez 15 ans. Vous voyez, je l'ai pas dit. Oui, d'accord. C'était votre première expérience. Oui, tout à fait. D'accord. Et ça s'était bien passé ? Oui, tout à fait. Oui. Pas de souci, non. Non, c'est en vieillissant que j'ai constaté que j'avais ce schéma-là plutôt platonique qu'autre chose. Mais entre 15 ans et aujourd'hui, vous avez vous avez eu d'autres histoires. Oui, ça a toujours été platonique. Oui, mais ça veut dire que depuis l'âge de 15 ans, vous n'avez plus jamais de relation sexuelle avec un homme ? J'en ai eu, mais bon, je vous dis, c'est toujours l'échec. Alors, l'échec, parce que, entendons-nous, qu'entendez-vous par échec ? Je me noie un peu là. Ça va pas plus loin. Un an, jamais de vie de couple réelle. Chacun chez soi. Oui, mais vous avez quand même eu une relation, pas seulement platonique avec ces hommes-là. Pas platonique du tout. Ah, c'est important. Oui, non, parce que tel que vous nous présentiez les choses, j'avais l'impression que vous ne parveniez pas à avoir de relations intimes avec des hommes. Ah non. J'ai bien eu des relations, mais ça coupe court, quoi. Parce que alors, qu'entendez-vous par platonique ? C'est une relation qui ne dure pas. Une relation qui n'est que mentale,
psychique et rien d'autre. Alors, voilà, parce Physiquement, il n'y a rien. Alors, bon, on s'entend bien sur le terme, hein, c'est ça une Oui, relation oui. platonique, c'est une relation Oui, tout à où il fait. n'y a pas effectivement de sexe. De relation, oui, oui. Il n'y a pas, il peut y avoir de la relation, mais il n'y a pas de relation sexuelle. Oui, oui, Bon, tout à fait. mais à quel moment ça s'est arrêté finalement? À quel moment vous avez eu, lorsque vous avez eu des sentiments pour un homme, ça s'est bloqué et vous n'avez plus pu avoir de sexualité? Je dirais à l'âge de 24 ans, oui, 24 ans. Vers l'âge de 24 ans. Qu'est-ce qui Oui. s'est passé à ce moment-là dans votre Je vie? ne sais pas. je ne sais pas. Il n'y a rien eu de spécial. C'est pourtant étrange que ça s'arrête comme ça. Ouais, je ne peux pas l'expliquer. Puisque vous avez démarré une vie amoureuse, bon, qui s'est plutôt bien passée, vos premiers rapports sexuels, vous avez... Mais disons, à un moment donné, je ne connaissais pas ma mère. Et je me disais, tant que je ne la rencontrerai pas, je ne pourrais pas avoir une liaison stable. Voilà. Je crois qu'il y a eu ça. Comment se fait-il que vous ne connaissez pas votre mère? Parce qu'elle m'a abandonnée à l'âge de 7 mois. Oui. Et vous avez été élevé par qui? Par une dame que j'appelle grand-mère. Oui. Oui, voilà. Et vous vous êtes dit ça, tant que vous n'arriveriez pas à nouer une relation stable avec elle, renouer avec elle, vous ne pourrez pas avoir de relation stable avec les hommes. Voilà, je crois, oui. Vous aviez besoin de cette sécurité affective avec votre mère. Tout à fait. Oui. C'est bien d'une sécurité affective dont j'ai besoin. Mais oui. Affective et financière, je dirais même. Oui, avec l'âge, souvent, ça peut aller de pair. C'est-à-dire que dans un plus jeune, on s'en soucie moins. Et puis, les années passant, la sécurité matérielle aussi entre en ligne de compte, parce que l'avenir est vécu un peu plus sous forme d'incertitude. On est plus conscient des risques, donc on a davantage besoin de sécurité. Quand on est plus jeune, et donc ça passe par une sécurité matérielle, mais c'est souvent associé aussi à une sécurité affective qui vous a fait défaut. Est-ce que donc vous avez été dans cette quête de votre mère, vous avez fait des recherches? Oui, j'ai fait des recherches, je l'ai finalement retrouvée. Oui. Oui. Et à peu Comment près, ça s'est passé? Ben écoutez, j'ai l'impression qu'on s'était quitté la veille, simplement. Je lui ai dit bonjour, je voulais voir qui elle était sans plus, parce que je ne noue pas de relation avec elle malgré tout. Je l'ai rencontrée, j'ai vu et voilà, ça m'a suffi. Parce que je crois que j'avais eu suffisamment d'affection par la grand-mère quand même qui m'a élevée. C'est important, oui. Oui. Oui, cette grand-mère qui vous a élevé vous a donné beaucoup d'affection et de tendresse. Oui, tout à fait. Oui. Donc peut-être, quand vous dites l'impression de l'avoir retrouvée la veille, c'est pas si simple que ça. Parce qu'au fond, cette mère que vous avez retrouvée, certes, c'était la femme qui vous avait mise au monde, mais finalement, celle qui vous a donné de l'affection, qui a veillé sur vous, qui vous a permis de grandir, de vous construire, c'est cette grand-mère. Ça n'a pas apaisé votre soif, d'affection. Si je connaissais ma mère, ça réglerait mon problème avec les hommes. Oui, ça n'a pas réglé le problème, effectivement.
puisque je continue à avoir ce schéma-là malgré tout, hein, je vous dis. Donc je suis restée 20 ans de platonisme et c'est simplement, ça fait pas longtemps, je dirais que c'est arrivé, simplement qu'il m'a dit cesse de papillonner, et là je me suis sentie libérée d'un coup, délivrée, et tous les sentiments que j'avais envers lui se sont évaporés. Oui. Et je me sens bien. Parce qu'il n'a pas compris qui vous étiez. Oui, tout à fait. Oui. Et je déteste qu'un homme me dise ça en plus. Mais oui, parce que c'est absolument pas vous. Oui, tout à fait. Hein, au contraire, il y avait, vous êtes à l'opposé de cela. Oui. Ouais, vous êtes quelqu'un de profond, de sentimental. Ouais. Donc, alors qu'il a cru que vous étiez en train de jouer avec lui. Mais parce qu'il y a quelque chose. Alors, bien sûr, c'est pour ça. Là, on pourrait. C'est important ce que vous nous dites dans la relation à votre mère, parce que on pourrait se précipiter. On aurait pu se précipiter d'emblée sous l'angle purement sexuel. En disant qu'il y a quelque chose en vous de profondément refoulé, c'est-à-dire enfoui d'un désir, et peut-être d'ailleurs, de quelque chose qui est là, mais que vous ne vous autorisez pas à vivre. Mais la sexualité, ce que l'on vit dans la sexualité, même ce que l'on croit être parfois dans quelque chose d'une rencontre qui peut être légère, qui, croit-on, ne va pas nous impliquer, nous engager, c'est toujours un moment de vérité par rapport à ce que l'on est profondément. Et vous, ça touche à vos racines, à ce socle, à cette base affective et à cet abandon. Oui. Donc il y a un risque à s'abandonner. Or c'est vrai que dans la sexualité, et notamment quand on est une femme, il faut pouvoir s'abandonner. Et c'est compliqué pour vous de prendre ce risque. Oui. Vous avez peur? Oui, j'ai peur. Alors, à un moment, il serait important, peut-être, il serait important. Ce qui vous permettrait ce qui permet parfois de surmonter ses peurs, c'est quand le désir est plus fort que la peur. Jusque-là, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des moments où ça a été le cas dans votre vie. Ouais. Vous l'avez retrouvée quand, votre mère? Il y a à peu près une dizaine d'années, là. Une dizaine d'années. Oui. Mmh. Et justement, je continue à vivre dans le platonique toujours. Donc, je ne sais pas si j'ai trouvé la solution ou pas, là. Mais en fait, vous n'êtes pas déçu. C'est-à-dire que c'est le platonique, c'est aussi, vous construisez votre relation, vous la vivez sur le mode de l'imaginaire. Oui, tout à fait. Comme certainement enfant, je ne sais pas si c'était le cas lorsque vous étiez petite fille, que vous étiez élevée par votre grand-mère. Ouais. Vous deviez rêver, fantasmer sur votre mère. L'imaginer. Je ne sais pas. Vous n'avez pas de souvenir de ça? Je ne crois pas. Non, je crois pas. Non. Vous ne vous souvenez pas de ça? Non, je me souviens peut-être que je me posais la question quand je regardais la grand-mère. Je me disais, est-ce que j'ai une maman? Voilà. Que vous la posiez intérieurement ou on vous la, ou à quelqu'un? Intérieurement. Oui. Oui, intérieurement. Donc vous vous posiez cette question et vous ne l'imaginiez pas? Non. Oui. Ça veut dire que vous ne pouviez pas poser de questions. Un enfant qui ne peut pas poser de questions,
à un moment, c'est qu'il sent bien que soit il a commencé à en poser et il a senti qu'il valait mieux pas qu'il en pose ou on ne lui répondait pas. Donc, il va faire les questions et les réponses. Il va développer un imaginaire. D'accord. Souvent un imaginaire assez riche. Qui lui permet de survivre d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes adulte, vous êtes dans votre vie de femme, et vous continuez à avoir une vie fantasmatique très développée. D'accord. Enfin, une de mes relations, un jour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu penses de moi exactement? Il m'a dit, tu n'as besoin de personne, tu es solide comme un roc, tu n'as pas besoin de soutien. Et ça m'a surpris parce que au fond de moi, je sais toujours que j'ai besoin de sécurité affective, justement. Ouais. Oui, mais vous renvoyez une toute autre image, Victoire. Ouais. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux quand même. Parce que vous... je reste moi-même pourtant. Je ne crois pas. Ouais. Vous vous protégez tellement, vous avez tellement peur que vous avancez avec les hommes avec une armure. Ouais. C'est pas anodin non plus que un homme vous dise tu es tellement forte, tu es un roc, tu n'as besoin de personne, qu'un autre vous dise ça suffit, arrête de papillonner. C'est pas vous. Mais l'image que les autres vous renvoient de vous, ça correspond aussi à ce que vous leur donnez à voir. Ouais. Donc c'est aussi ce que vous leur renvoyez de vous-même. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous êtes, Oui, évidemment. tout à fait. Oui. Mais du coup, ça fausse la relation que vous pouvez avoir avec eux. D'accord. Et là, il y aurait des choses à travailler. Vous n'avez jamais fait de thérapie par rapport à votre histoire? Quel dommage. Jamais. Il n'est pas trop tard, hein? Ouais. Ah oui, il serait pas trop tard parce qu'il y aurait beaucoup de choses à travailler pour libérer un peu. Et j'aime les hommes qui physiquement paraissent jeunes parce que je ne supporte pas enfin, je vais faire une insulte aux hommes là en disant des vieux de 50 ans déjà je n'aime pas beaucoup. Bon, c'est l'âge minimum 40-45. Oui. Enfin maximum, pardon. Oui. Pourquoi pas? Les hommes avec qui vous étiez étaient des hommes de 40-45 ans? Oui, peut-être même plus jeunes aussi. Oui. Oui. Bon, écoutez, après tout, si ce sont ces hommes-là qui vous plaisent et réciproquement. Voilà. Mais parce après... Physiquement aussi, je ne fais pas mon âge, quoi. Enfin, oui, mais certainement. Je ne dirai pas aux auditeurs quel âge que j'ai, mais je ne fais pas mon âge. Oui. Écoutez, profitez-en alors. Mais il y a quelque chose qui... Alors, c'est vrai que c'est aussi plus difficile parce que vous pensez qu'il y a quelque chose de bloqué, de verrouillé et que vous ne pourrez jamais sauter le pas. Mais vous savez, en même temps, Victoire, on peut se surprendre. Et le désir est quelque chose de à la fois très fragile et aussi très puissant. Et vous pouvez un jour avoir un coup de cœur tel pour un homme, un coup de cœur ou un coup de cœur ou un coup de désir. C'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez, c'est comme un peu les volcans, hein, on les croit endormis et puis à un moment, ils entrent en éruption. Hein. Et justement, les femmes qui ont un désir comme ça, parfois un peu assoupi, quand elles se réveillent, elles peuvent devenir volcaniques. Hein. Elles peuvent avoir très peur, parce que c'est parfois des femmes qui ont très peur de leur pulsion, de leur désir. D'accord. Bien. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi parfois accepter d'être avec un homme
peut-être pour qui, avec qui vous serez sur un mode plus léger. Là, vous voyez, ça peut être parfois dans un contexte de vacances. Ouais. Où c'est peut-être plus facile quand on n'est pas dans son environnement habituel. Parce qu'on n'a pas ses repères, on est un peu hors cadre, c'est pas une histoire qu'on va ramener avec nous. Justement, le regard des autres compte moins. Et où on peut un peu plus se laisser aller. D'accord. Bien. Puis avec un prénom pareil, tout reste ouvert. Hein. D'accord. Mm. Merci beaucoup. Bien, écoutez, mais je pense quand même par rapport à votre histoire personnelle d'abandon, de lien à votre mère, ça serait pas mal d'aller en parler. Des messages qui arrivent. Il y a Cathy qui dit c'est parfois plus facile de s'abandonner à ceux qu'on aime moins. C'est juste, alors ça dépend des personnalités. C'est vrai que certaines, pour s'abandonner, ont besoin d'avoir des sentiments pour leur partenaire. D'autres, au contraire, se laissent plus aller quand elles n'ont pas de sentiments. Ça dépend vraiment des personnalités. Le subversif qui dit vous semblez concevoir, Victoire, le rapprochement charnel comme un événement qui survient indépendamment de toute volonté, comme par enchantement. Avez-vous, vous, un désir charnel ou plutôt d'identification à l'autre? C'est ça pose la question de votre désir à vous. C'est-à-dire où vous êtes, vous, dans cette histoire, et d'attendre qu'à un moment, quelque chose qui vienne aussi de vous. Donc, je pense que ça vaudrait aussi la peine d'en parler. D'accord. Merci en tout cas de votre appel. Merci. Au revoir, Victoire. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Sandrine qui dit je prends le témoignage de Victoire en cours avec un tel prénom, tout est possible. Bonsoir et belle nuit à tous, nous souhaite Sandrine. Et puis un autre message qui arrive au 7 39 21 qui dit peut-être que Victoire refoule la relation sexuelle de façon inconsciente depuis ses 24 ans par peur d'une grossesse et pour ne pas reproduire le schéma d'abandon de sa propre mère vis-à-vis d'elle. Bonsoir Valérie. Et bonsoir. Bonsoir. C'est un peu difficile de parler. Alors, je vais vous aider. Vous dites que vous êtes tombé, ce sont vos termes, hein, c'est ce que vous avez dit en tout cas au standard, dans la mythomanie depuis pas mal de temps. Oui. C'est... Et que ça, vous en concevez beaucoup de culpabilité. Oui. Donc vous avez commencé, il va falloir que vous développiez un petit peu, Valérie, quand même, maintenant que vous êtes à l'antenne. Quand avez-vous commencé à raconter comme ça des histoires, puisque la mythomanie n'est pas la même chose que le mensonge, hein. C'est plutôt des histoires que l'on raconte. Donc, à quel moment ça a commencé cette période ? Disons, quand j'ai perdu ma fille, j'ai commencé un peu à dire des mensonges, quoi. Vous parlez bien dans le combiné, parce qu'on vous entend pas bien, là, Valérie. Vous m'entendez, là ? Voilà, là, on vous entend bien. D'accord. Alors, vous avez, vous dites, vous avez perdu une, vous dites votre fille. Que s'est-il passé ? Ouais, j'ai perdu ma fille d'une mort subite du nourrisson. Elle est décédée d'une mort subite, oui, d'accord. Ouais. Et puis, alors, j'ai commencé un peu à mentir un peu à droite à gauche, quoi. Enfin, dire des mensonges un peu banal, quoi. Et puis après, j'ai arrêté, quoi. Et là, depuis 4 ans, depuis ma séparation, je suis rentrée un peu dans un monde... je me suis réfugiée dans un monde un peu virtuel, sur le net, et là, j'ai commencé à raconter des gros mensonges, quoi.
là, c'est vrai que je suis dans une culpabilité parce que j'ai vraiment menti, quoi, en fait. J'ai raconté des choses. Vous avez commencé au moment où vous avez perdu votre bébé. C'est à ce moment-là auparavant, vous n'aviez pas, vous n'aviez pas ce comportement. Non. Et ce n'était pas en lien, les histoires que vous racontez, avec le décès de votre bébé? Non. Enfin, en lien apparent. Bien sûr que c'était en lien. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi je suis comme ça, en fait. Ça s'est mis en place. Oui, vous avez été aidée à ce moment-là? Oui, j'ai fait une thérapie, tout ça, mais j'ai jamais parlé de ce monde virtuel, comme quoi je racontais des mensonges pour être aimée, en fait. Ça serait important, pourtant. Ouais. Pour être aimée ou parce que vous avez été confrontée à une réalité insupportable. Et c'est une façon de vous dédoubler. C'est là où finalement c'est comme un... Allô, Valérie, parlez bien dans le combiné. Oui. C'est une façon, si vous voulez, comme si votre personnalité, elle était clivée en deux. C'est-à-dire, c'est vous. En fait, j'ai l'impression d'avoir deux personnalités, quoi. Dans la vie réelle, je mens pas. C'est ça. Et dans le monde virtuel, je mens. Et je suis dans une culpabilité énorme parce que j'ai menti à ces gens. Et puis, ces gens, je suis vraiment attachée à eux. Et puis, ces gens veulent me voir, en fait. Et puis, j'ai mitonné un peu. J'étais à l'hôpital, tout ça. Comme je vous ai écouté tout à l'heure, c'est pas rien de se raconter des maladies. J'ai raconté que j'avais un cancer, etc. Et puis, maintenant, je suis dans la culpabilité, quoi. Parce que je me dis... si ces gens l'apprennent, c'est des gens dépressifs comme moi, ils vont être mal, quoi. Je ne sais plus vraiment comment vivre, quoi. C'était pas bien ce que j'ai fait. Oui, mais ça montre déjà qu'il n'y a pas de... Souvent dans la mythomanie, contrairement au mensonge où il y a une volonté de tromper, dans la mythomanie, hormis chez les mythomanes pervers, il n'y a pas de volonté de tromper. On raconte des histoires, il faut que l'autre y croie. Bon, comme vous dites, il y a un désir chez vous d'être aimé, et puis ça a commencé au moment où vous avez été confronté à cette réalité insupportable qui est le décès de votre petite fille de mort subite. Bon. Oui, mon mari m'a pas aidé non plus, il m'a laissé de côté, il m'a trompé. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'ai eu une enfance difficile aussi. Ça, j'ai pas menti là-dessus. J'ai toujours été honnête avec eux sur le net. C'est vrai que j'ai eu une enfance difficile. J'ai été abusée, tout ça. Ça, c'est vrai que j'ai pas menti sur ça. Mais après, j'ai commencé, comme j'étais dans l'attente, j'ai commencé à mentir en disant que j'étais malade. Bon, c'est sûr que je suis dépressif, un peu anorexique, tout ça. Mais j'ai commencé à mentir, à m'inventer des maladies pour voir qui me répondent, quoi, en fait. Dans l'attente, je sais pas comment expliquer. Mais parce que pour le moment, si vous voulez, entre ce que vous avez vécu là il y a peu de temps, votre enfance très difficile, vous avez réussi à ne pas devenir folle en coupant un peu votre conscience en deux. Hein, je ne sais pas si je suis pas folle parce que non, ça n'a rien à voir avec la folie. Comme ça, même quand je parle à ma psy, tout ça, je suis honnête, hein, je dis la vérité, quoi, mais je ne vais pas parler de mon monde virtuel, quoi. Quelqu'un qui serait dans la folie, quelqu'un qui serait dans le délire, ne pourrait pas faire la part des choses. C'est-à-dire quelqu'un peut va se prendre pour le Christ. Un délirant va vivre en circuit fermé avec lui-même. Il va toujours dire la même chose. Il a aucun doute sur ce qu'il raconte. Il est
plus du tout dans la réalité et les autres n'existent pas pour lui. Or vous, depuis le début, Valérie, qu'est-ce que vous me dites? Que vous avez menti, que vous culpabilisez beaucoup par rapport aux autres. Donc ils existent bien, les autres. Ça va leur faire du mal. Et que ça va leur faire du mal. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la folie, avec ce que je vous raconte. Donc vous êtes dans la culpabilité, vous êtes bon. Mais oui, parce que moi je veux si je mets fin à ma vie. Ah ben ça va rien aider. C'est pas ça va. Non, il faut mettre fin à votre souffrance parce que là ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de fuir de mensonge en mensonge, à faire de votre vie un roman. Mais un triste roman. Mais si je leur dis la vérité, ces gens sont dépressifs comme moi, comment ils vont le prendre? Peut-être. Bon, pour le moment, Valérie, c'est déjà avec le thérapeute qui vous suit, c'est déjà d'en parler avec ce thérapeute-là. Il me reste une fille aujourd'hui. Comment? Il me reste une fille aujourd'hui, elle a 13 ans. Oui. Non mais d'accord, bon mais ça c'est important. Mais vous dites que vous ne parlez pas en thérapie de ce qui se passe sur ces mensonges dans le monde virtuel. Si vous ne parlez pas en thérapie de ce que vous vivez et de ce qui vous fait souffrir, où est-ce que vous allez en parler? Parce que là vous allez déjà pouvoir un peu vous libérer de cette culpabilité et après avec l'aide de votre thérapeute envisager des solutions pour pouvoir en parler avec les personnes et dire bon, écoutez, vous leur avez fait du mal, en même temps vous ne les avez pas trompés, abusés, demandé vous allez dire bon, vous leur faites du mal parce que vous allez très mal et parce que effectivement après un mensonge après l'autre, vous ne savez plus comment en sortir. Donc vous allez très mal, vous êtes prise dans une spirale. À un moment, vous allez être en mesure d'y mettre fin, plutôt que de vous enfoncer comme vous le faites, en vous mettant la tête dans le sable comme font les autruches. Oui, parce que là, c'est vrai que vous voulez mettre fin à ma vie, quoi. Je m'avais donné un délai. Ah bah oui, ça c'est une solution radicale, ça c'est clair. Je peux pas continuer comme ça, quoi. C'est de mensonge en mensonge. Oui, mais enfin, ça vaut pas le coup de mettre fin à sa vie parce qu'on a raconté des mensonges sur Internet, hein, franchement. Vous voyez, la solution, elle est extrême. Oui, mais enfin, vous en voulez pour beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de souffrance en vous, et c'est à cette souffrance qu'il faut essayer de tordre le cou, mais certainement pas à votre vie, parce que franchement, la vie est longue, hein, Valérie, et on met pas fin à sa vie pour des bêtises pareilles. Ouais, je sais bien, j'ai une fille qui a 13 ans. Bah, d'autant plus. Vous vous rendez compte? Ouais, je suis un peu... Je suis mal, quoi. Et alors, ces autres personnes, là, parce que vous dites en même temps, c'est sur le monde, c'est dans le monde virtuel que vous mentez, donc ce sont des personnes que vous ne connaissez pas vraiment? Bah non. Bah alors en plus. Oui, mais je suis attachée à eux, quoi. Oui, non mais voilà. Alors venons-en. En plus, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ce ne sont même pas des personnes de votre entourage. Mais écoutez, à un moment, ce qu'il va vous falloir faire, c'est que vous allez décrocher avec ce monde virtuel, parce que là aussi, le monde virtuel est un échappatoire qui vous permet de fuir la réalité qui, pour le moment, est difficile. Et donc, c'est un refuge. Mais ces personnes, vous ne les connaissez pas, Valérie. Donc il va falloir là aussi remettre un peu les choses à leur place. Et ce n'est pas... J'aurais fait du mal. Oh là là, Valérie, attendez. Et vous savez pas, ce qu'ils vous racontent? Ça se trouve, vous pensez dialoguer avec un homme, c'est une femme, ou l'inverse, ou... vous savez ce qu'ils vous disent est la vérité ou pas? Je vous ai harcelé aussi le message. Bon, bah écoutez, si vraiment ils en avaient marre, après tout, ils peuvent ne plus entrer en lien avec vous, hein. Vous voyez, ils sont grands et responsables. Donc bon, vous n'allez pas quand même, vous voyez quand même un niveau d'où vous êtes de souffrance pour dire je vais mettre fin à mes jours parce que sur le net je dialogue avec des gens à qui je raconte des histoires et à qui je fais du mal. Mais alors je veux dire, on serait pas très nombreux sur cette terre parce que je vous dis des gens qui racontent n'importe quoi sur le net, il y en a un paquet, hein, Valérie. Donc ouais, je sais bien, mais c'est dans l'espace. Pourquoi? Je vous l'ai un peu rapidement dit, parce que vous avez déjà vécu un événement extrêmement
douloureux le fait d'avoir perdu votre bébé. Ça a ravivé chez vous des blessures très traumatiques de votre enfance où vous me dites vous avez été abusé. Vous avez là-dessus votre compagnon qui n'a pas été d'un soutien, qui vous a quitté. Ça fait beaucoup de choses. Bon, donc à un moment, l'imaginaire a été un refuge où vous vous êtes inventé une autre vie. Maintenant, en thérapie, il est important que vous parliez enfin à votre thérapeute de ce monde virtuel qui est devenu ce refuge, parce que ce refuge est en fait une prison. C'est là où vous pensez que c'est une évasion. Au départ, ça a été une évasion pour vous. Aujourd'hui, ça se referme là sur vous et vous ne savez plus comment sortir de tout ça. Alors la vraie vie, elle est ailleurs, Valérie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien sortir de ça. Il suffit d'un clic. Et ces personnes, vous ne les connaissez pas. Donc tout ce que je vous avais dit, ça n'a pas d'importance. Et vous allez un peu vous reconnecter. Au lieu de vous connecter avec des gens que vous ne connaissez pas. Oui, mais je me suis beaucoup attachée à eux. Vous allez vous connecter à vous-même. Et vous attacher un peu plus à vous et à votre histoire. J'ai des amis dans la vie. Non mais, tout ça, mais Valérie, soit vous continuez à vouloir vous enfoncer, à vous faire du mal et à vous dire bon je m'attache à des gens qui sont virtuels, ou à un moment vous voulez un petit peu vous sortir de ça. Ça dépend aussi ce que vous voulez, hein. J'ai envie de m'en sortir. Bon, alors si vous voulez vous en sortir, il faut que vous parliez de ça avec votre thérapeute. D'accord ? Il faut aussi un peu il faut un petit peu maintenant prendre les choses en main et vous appeler en disant bon je vais très mal, vous m'avez envoyé depuis 2 soirs beaucoup de SMS en disant je n'en peux plus. Bon, on vous rappelle ce soir, vous dites bon alors maintenant c'est un petit peu, voyez, vous faites avec moi un peu comme vous faites avec votre thérapeute. C'est-à-dire qu'à la fois vous demandez de l'aide, vous appelez au secours. Et puis en même temps, quand vous avez... alors c'est différent, parce qu'avec moi c'est un moment comme ça très ponctuel, mais avec votre thérapeute qui vous suit, qui est là pour vous aider, vraiment, vous n'abordez pas le problème de fond. Or, lui, le thérapeute, va pouvoir vous aider à faire en sorte que vous vous sentiez un peu mieux et que vous ayez un peu moins besoin de vous trouver refuge dans la vie imaginaire pour vous sentir un peu mieux dans la vie réelle. D'accord ? Je vais vous lire quelques messages qui arrivent pour vous pour conclure. Prune qui dit vous aviez besoin d'être plainte, d'être aimé, d'être rassuré, mais quittez ce monde virtuel et vous irez mieux. Coco qui vous dit d'abord que vos correspondants virtuels ne vous mentent pas, eux aussi. Et puis, le subversif dit votre perte d'enfant vous a effacé à vos propres yeux. Vous provoquez aujourd'hui le regard des autres pour qu'ils se concentrent sur vous et que vous vous retrouviez en lui. Cathy qui dit le net vous permet aussi un avatar de mythomanie. Prune qui dit vous êtes très lucide et prenez grand soin de vous. Voilà, un petit peu. Il y avait Osiris qui dit avouez vos mensonges serait une belle forme de courage, qu'en pensez-vous? Mais à ce moment-là, Osiris pensait que c'était des proches, des gens de votre entourage. Hein, donc, bon. Et puis Sergio qui dit justement, vous vous inventez une vie parce que celle que vous vivez pour le moment, vous ne l'aimez pas trop. Bon courage à vous. Parlez-en surtout à votre thérapeute. Osez aborder cette question-là parce que c'est comme ça que vous avancerez et que vous allez vous reconstruire. Hein. Il y a eu un moment, vous vous êtes senti vraiment anéanti par la perte de ce bébé, par toutes les souffrances. C'est vrai que ça a été terrible, quoi. Mais oui, vous êtes senti dans son lit, comme ça, toute blanche et tout. Oui, vous vous êtes senti anéanti, ça a ravivé vos blessures d'enfant ou vous-même d'enfant abusé. Donc à un moment, vous avez besoin aussi de ce regard des autres et où vous êtes, où vous dites victime parce que vous avez été terriblement blessé, meurtri. Donc c'est une façon d'être reconnu et d'exister. Mais
parler justement de vos souffrances avec le regard comme ça bienveillant de votre thérapeute, qui lui n'est pas virtuel, Valérie. Hein, prenez soin de vous. Bien. Prenez soin de vous et pas dans le monde virtuel, je vous assure. D'accord ? Au revoir Valérie. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Bonsoir Annick. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous vouliez revenir sur le témoignage de David, qui était donc ce jeune homme qui nous parlait de qui avait du mal à trouver sa place dans la vie et qui se demandait si c'était lié aux circonstances même de sa naissance. Sa mère, disait-il, avait fait un déni conscient de grossesse. Voilà. Oui. Oui. Alors justement, je disais déni conscient. Moi, ça me paraissait un peu, s'il y a déni, pour moi, c'est plutôt un mécanisme inconscient. Oui. On n'a pas conscience, effectivement. Mais justement, j'avais pris contact avec vous, donc pour signaler qu'il existait une association sur Toulouse. Oui. Enfin, le siège social est à Toulouse. C'est l'Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse. Alors, c'est une association qui agit directement auprès des femmes qui sont victimes d'un déni et auprès des familles. Alors, il y a le contact direct avec la femme, avec le soutien moral, l'orientation vers des prises en charge médicales, psychologiques et juridiques. Il y a également une organisation d'échange par un forum interne, des rencontres de femmes et d'enfants éventuellement issus d'un déni, avec des groupes de parole. D'ailleurs, récemment, on a pu voir à la télévision l'un de ces groupes de parole. Et il y a aussi le soutien dans les démarches, que ce soit les démarches administratives, judiciaires, etc. Il y a également un colloque tous les ans, un colloque relativement important où participent des médecins tels que le professeur Nizan. Oui. Et donc vous connaissez très certainement. Oui, qui connaît bien la question. Le docteur Pascal Aguerre, de Daniel Egenberg, enfin des comités quand même de la médecine. Et ce qui est important, c'est que justement, il peut y avoir le contact direct par l'intermédiaire d'un forum qui existe sur Internet aussi. Vous pouvez donner, il y a un site pour cette association, Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse, vous l'avez avec vous, Annick ? Oui, on retrouve beaucoup de témoignages justement et un forum très important. Alors c'est le www.afrdg.info. Alors www.afrdg.info. Mais en tapant directement en recherche Google AFRDG, on le trouve. Je voulais signaler qu'il y avait eu un livre aussi qui avait été écrit qui s'appelle Déni de grossesse 99 histoires vécues, où témoignent donc non seulement des personnes, des femmes victimes, mais aussi donc des enfants du déni, des avocats, des médecins, puisque les médecins ont été très longs à s'apercevoir que le déni pouvait exister. Et certains ont réalisé que dans leur carrière, ils avaient connu des dénis, alors qu'ils ne connaissaient pas vraiment le problème, dont on parle que depuis, justement, que la FRDG, depuis 5 ans, a fait connaître. Merci beaucoup, Annick, de nous avoir donné toutes ces informations. Merci à vous pour votre appel. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, Annick. Bonne nuit. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des informations présentées par Émilie Bonneau.